Il n'y a pas que le consentement, il y a plusieurs bases juridiques. Mais c'est vrai que dans le cas général, je devrais récolter le consentement de la personne à qui j'envoie la newsletter. Vous écoutez Le Contenu est Roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'experts et de répondre à vos questions. Aujourd'hui, je suis avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Alors Fabrice, tu es délégué à la protection des données. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Mais juste avant, j'aimerais introduire notre thème d'aujourd'hui. On va parler un petit peu législation. Alors, tout de suite, ça peut faire un petit peu peur. L'idée, là, ce n'est pas d'ailleurs de vous faire peur, mais plutôt de vous sensibiliser à la protection des données. Également à votre responsabilité, oui, parce que en tant qu'entreprise, en tant que formateur indépendant par exemple, vous avez une liste d'emailing, vous avez un site internet, peut-être même un LMS, on en parlera un petit peu après ce que c'est que le LMS, et donc de ce fait vous traitez et vous récoltez des données. Alors ma première question, Fabrice, avant de commencer un petit peu à rentrer dans le détail, c'est que tu es DPO, et DPO, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? D'accord. Alors déjà, bravo pour tes podcasts, je les trouve très sympas. Merci. Petite précision, normalement, on devrait dire DPD, délégué à la protection des données en bon français, mais c'est vrai que DPO, c'est plutôt davantage utilisé. Alors DPO, c'est pour Data Protection Officer. D'accord. Le DPD, DPO, c'est la personne qui va être en charge de la mise en conformité RGPD de la boîte pour laquelle il est DPO. Autrement dit, qui va devoir faire en sorte que la boîte soit conforme au règlement européen sur la protection des données. D'accord. Alors, ça veut dire quoi être conforme ? Tu as dit au RGPD, c'est le RGPD. On entend parfois j'aimerais bien être conforme à la RGPD. Non, c'est le RGPD puisque c'est le règlement. Exactement. Alors, être conforme, ça veut dire appliquer les différentes règles. Alors, c'est large, on a la sécurité des données personnelles, il ne faut pas les perdre, il ne faut pas qu'elles soient piratées. On a les contrats avec les sous-traitants qui doivent inclure des clauses spéciales, il faut former les employés, il faut répondre aux demandes des clients qui veulent savoir quelles données on a sur eux ou qui veulent exercer leur droit à l'oubli, il faut rédiger des procédures, il faut réaliser dans certains cas ce qu'on appelle des analyses d'impact, etc. D'accord. Très large. Ah oui. Et le DPO, c'est le point de contact avec la CNIL quand il y a besoin. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté qui est chargée, entre autres, de contrôler les entreprises, les associations. Ça fait beaucoup de monde, en fait. D'accord. Alors, la mise en conformité, c'est très fastidieux, c'est complexe. En général, le but sera de s'approcher de la conformité. Parce que être totalement conforme, c'est pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. D'accord. On va peut-être être conforme à un instant T, mais pas forcément le mois suivant, parce que ça bouge, parce qu'on aura réalisé de nouveaux traitements, parce qu'on aura embauché un nouveau salarié, parce qu'on aura modifié des processus existants, etc. D'accord. Voilà, typiquement, je monte en ligne, je sais pas moi, un nouveau produit, je vais avoir une nouvelle newsletter aussi peut-être, de nouveaux clients, je vais récolter de nouvelles informations sur eux. Il faut que je me réinterroge peut-être aussi sur la façon dont je processe aujourd'hui ces données et comment je les optimise. Exactement, c'est un travail continu de mise en conformité. Petite précision, le DPO, c'est le pilote. Il est en charge de la conformité, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il est responsable. C'est le responsable de traitement qui reste, par exemple le PDG de la boîte, qui reste responsable dans tous les cas. D'accord. Si le DPO il fait volontairement une fraude, là c'est autre chose, mais de manière générale, effectivement, ce sera le responsable de traitement. D'accord. Super. Mais alors, du coup, puisque tu es le copilote de ces informations, de ce traitement que tu vas avoir dans cette entreprise, voilà. C'est quoi en fait une donnée personnelle ? Est-ce que j'ai cru comprendre que c'était quand même ça aussi qui était important par rapport à ce règlement ? Oui, le règlement se rapporte aux protections de données personnelles des personnes physiques, très précisément. Alors, on va se reporter à l'article 4. C'est une information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. C'est exactement cette précision-là. Par exemple, ton email, ton prénom. Bon, tu vas me dire, si le seul truc que je sais sur toi, c'est que tu t'appelles Vincent, je vais pas aller bien loin. Mais quelqu'un qui s'appelle Cunégonde, par exemple, je vais pouvoir plus facilement la retrouver. C'est pour ça que, à cause de ces cas particuliers, on est amené à considérer que de façon générale, le prénom est une donnée personnelle. C'est pareil pour le nom, c'est pareil pour
pour l'email. Une date de naissance toute seule, non. Mais si elle est associée à autre chose, comme l'adresse postale, eh bien, l'ensemble adresse et date de naissance devient une donnée personnelle. D'accord. Parce qu'on va très probablement trouver peu de personnes qui ont la même date de naissance dans un immeuble donné. D'accord. Alors, parfois, c'est moins évident. Ouais. Le numéro de plaque de voiture, par exemple. Si je te donne mon numéro de plaque de mon scooter, tu peux rien en faire. Mais il y a une base de données qui permet à un agent de police, par exemple, de retrouver le propriétaire. Donc, de me retrouver. Donc, c'est une donnée personnelle. D'accord. Pareil pour l'adresse IP, pareil pour un numéro IBAN, une banque. La banque sait qui est derrière ce numéro. Et dedans, il y a les données personnelles, il y a des données sensibles au sens du RGPD. Par exemple, la fiche de paye, c'est sensible pour le salarié, mais ce n'est pas au sens du RGPD. Une donnée sensible, c'est par exemple une donnée de santé, ou l'orientation sexuelle, les opinions religieuses. Il y a 8 catégories comme ça. D'accord. Ça, c'est l'article 9. Et il y a aussi les données qui concernent les infractions et les condamnations pénales. Ça, c'est l'article 10. Et puis le numéro de sécurité sociale, qui n'est pas tout à fait une donnée sensible. Mais en France, il y a un historique qui fait que la CNIL est très chatouilleuse sur l'utilisation du numéro de sécu. Ouais. Et elle parle de données à haute vigilance. D'accord. Alors, on parle parfois de données interdites pour les données sensibles, les données d'infraction et condamnation pénale et le numéro de sécu. Donc il faut quand même faire super gaffe, au moins s'interroger sur qu'est-ce qu'on collecte, l'utilité ou pas de ce qu'on collecte, parce que des fois on va pas forcément, on va sans le savoir ou sans se poser la question, peut-être collecter des données qui nous sont inutiles et qui en plus peuvent être sensibles ou personnelles. Donc dans ce cas-là, ça sert aussi à ça, à réfléchir à faire un état des lieux et donc à faire attention aussi à ce qu'on collecte et au moins à se poser ce genre de questions. Donc merci pour cette sensibilisation justement à ces concepts qui sont très importants. On rappelle, c'est pour protéger vraiment l'utilisateur qui est né aussi ce règlement général. Alors là c'était pour l'aspect un petit peu global. Si là on zoome un petit peu sur ce qui nous concerne, surtout dans ce podcast, à savoir les créateurs de contenu, souvent, donc ça va être des formateurs, ils vont utiliser ce qu'on va appeler un LMS. Alors par exemple, donc pour Learning Management System, donc c'est un système de gestion en fait pour ceux qui ne savent pas trop, de contenu orienté formation. Donc dessus vous allez déposer des cours, les gens vont pouvoir suivre ces cours et il va y avoir des données évidemment qui seront récoltées, puisque le but de ce genre d'outil c'est de pouvoir suivre et de traquer si les personnes ont bien suivi tous vos cours, de voir comment ils progressent au sein de la formation que vous avez créée. Donc se pose la question, si par exemple moi j'utilise Lifter LMS dans mon cas, j'ai une base de données, j'ai l'IP de la personne, j'en ai besoin pour mon traitement, j'ai l'âge, le prénom, le nom d'utilisateur, c'est une donnée personnelle. Ou alors, est-ce que je dois bien avoir le consentement de la personne avant de l'inscrire, c'est ça? Si par exemple j'ai IP, nom. Oui, alors c'est une donnée personnelle, l'IP, le nom et le prénom bien sûr, mais il n'est pas forcément obligatoire d'avoir le consentement. D'accord. En B2B, ou par exemple si dans mon offre de service j'inclus une newsletter, ou encore si c'est la newsletter d'une association sans but lucratif, je n'ai pas besoin du consentement. D'accord. Mais on va dire que il n'y a pas que le consentement, il y a plusieurs bases juridiques. Mais c'est vrai que dans le cas général, je devrais récolter le consentement de la personne à qui j'envoie la newsletter. D'accord. Alors, juste un petit point sur les données, tu as parlé d'avoir le minimum, effectivement. Il y a un autre principe dans le RGPD, celui de la minimisation. Là, tu as parlé de l'IP, de l'âge, du nom, prénom. Pourquoi stocker l'âge ? Si c'est pour lui souhaiter un bon anniversaire, un newsletter annuel, il suffit de stocker le jour et le mois de naissance. Comme ça ne devient plus une donnée personnelle, c'est beaucoup plus facile à stocker. Et pourquoi stocker l'IP ? Si c'est pour la géolocaliser, tu peux la tronquer de manière à avoir une zone géographique beaucoup plus large et ce qui sort un peu du périmètre de données personnelles. Très intéressant. Le principe, pour chaque donnée, il faut se demander si c'est indispensable de la stocker, parce qu'après, en cas de contre la CNIL, il faudra justifier le fait de l'avoir stocké. D'accord. En général, si on répond à cette question, ça peut toujours servir. Là, c'est pas bon. D'accord. Donc, j'ai quand même tout intérêt, si moi j'utilise des outils, que ce soit des plugins WordPress ou des outils comme 360 Learning par exemple, qui est un éditeur de LMS, j'ai quand même intérêt à demander à cet éditeur si tout est conforme avec le RGPD. Alors, il y a deux cas de figure. Je schématise. Le premier cas, l'éditeur assure l'hébergement. C'est un outil en ligne. Là, l'éditeur, il est plutôt considéré comme un sous-traitant. Et ça veut dire contrat. Et le contrat devra faire figurer plusieurs clauses de conformité au RGPD. D'accord.
Et dans certains cas, il y a un partage de responsabilité. Et l'autre cas, c'est l'éditeur qui propose son logiciel, mais après, c'est toi qui l'héberges. Dans ce cas-là, tu es le seul responsable, à toi, avant l'achat, de t'assurer auprès de l'éditeur que le logiciel sera conforme. D'accord, donc la nuance est quand même là, il faut faire attention, tu l'as très bien expliqué, entre un plugin tel que Lifter LMS, où je vais être en charge de l'héberger moi-même sur mon propre site WordPress, et en effet un service que je vais utiliser. Le principe est le même, il faut vérifier, mais la démarche est un petit peu différente quand même. Et la responsabilité. Et la responsabilité aussi. Est-ce que je dois enregistrer mon site à la CNIL ou déclarer un fichier ? Alors, c'était le cas avant le RGPD. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le principe d'accountability, qui correspond à de la responsabilisation du responsable de traitement. D'accord. Donc, il faut documenter ce qu'on fait. Il ne faut pas déclarer à la CNIL, sauf des cas très particuliers, mais dans tous les cas, presque tous les cas, on doit tenir un registre des traitements, de l'ensemble des traitements qu'on réalise. Il faut documenter ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Par exemple, pourquoi on n'a pas nommé de DPO ? Il faut tenir un registre des violations données. Il faut un registre des demandes d'exercice de droit, il faut décrire les procédures, etc. Alors, super, merci, très intéressant. Alors, du coup, toujours pratico-pratique. Par rapport à nous, les créateurs de contenu, on a souvent besoin de manipuler des emails et d'envoyer des newsletters. Est-ce que tu as des précautions à nous recommander pour ça ? Oui, alors on a parlé du cas général où on va devoir le plus souvent recueillir le consentement de la personne. Le RGPD, il dit exactement que le consentement, il doit être univoque, éclairé, libre et spécifique. Vraiment les 4 critères. Autrement dit, il faut informer la personne. Pourquoi on recueille son email ? Qu'est-ce qu'on va en faire d'autre ? Combien de temps on va la garder ? En général, on conseille l'effacement après 12 à 18 mois où il y a une inactivité de la personne. On doit aussi préciser qui est le responsable de traitement, est-ce qu'il y a un DPO, et puis les droits que la personne peut exercer. Par exemple, le droit d'accès, droit à la portabilité, droit d'opposition, possibilité de retirer son consentement, etc. Et aussi leur indiquer, c'est bizarre, mais qu'ils peuvent porter plainte auprès de la CNIL. Pour le retrait du consentement, c'est facile, il suffit d'un lien des abonnements dans chaque envoi. Puis, il faudra tester de temps en temps si le lien marche bien. Si jamais tu comptes partager les données avec des partenaires, là, il faut une case à cocher spécifique, parce qu'on ne peut pas mélanger l'inscription à la newsletter et le partage des données avec des tiers. D'accord. Et indiquer qui seront les partenaires, ou au moins les catégories de partenaires. D'accord. Et puis surtout, ne pas précocher la case. La CNIL dit, s'il n'a pas dit oui, c'est qu'il a dit non. D'accord. Oui, ça, il y avait des pratiques avant où les gens précochaient. Exactement. Là, au moins, ça a été très clarifié sur ce point-là. Oui. Alors, en revanche, si tu envoies toi-même la newsletter dans ton outil messagerie, là, il faut bien s'assurer que les destinataires sont en copie cachée. Et si tu utilises un routeur professionnel, il faut choisir un qui est conforme au RGPD et vraiment préférer ceux qui hébergent les données dans l'Union européenne. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais il y a des modèles sur le site de la CNIL pour être sûr de rien oublier. Et puis, on peut déporter certaines de ces informations dans une page qui s'appelle, par exemple, données personnelles. Et on y fait référence dans le formulaire d'inscription. D'accord. Oui, on n'est pas obligé de tout mettre, évidemment. On peut avoir cette page-là. Tu fais bien de mettre le lien vers la CNIL, qui est un petit peu la base de connaissances aussi officielle, d'ailleurs, autour de toutes ces questions-là. Donc, il ne faut pas hésiter à s'y référer. Je te remercie beaucoup, Fabrice. On ne va pas trop abuser de ton temps. Je t'en prie. Et merci pour ces conseils. J'espère que ça vous aura été utile. Je mettrai d'ailleurs, si vous le désirez, également dans les notes de l'émission du podcast directement ton lien vers ton LinkedIn, si jamais les gens veulent te contacter. Comme ça, si vous avez des questions spécifiques à cet épisode, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Encore des podcasts et des interviews. N'oubliez pas que sur vincentmarie.com/podcast, vous allez retrouver l'ensemble des émissions avec les notes de l'émission également. Et également mon e-book ainsi qu'une formation sur Podia, sur comment créer ses formations en ligne. Tout ça est gratuit, donc n'hésitez pas à télécharger ce contenu qui vous aidera à créer de nouvelles formations et de nouveaux contenus. Encore merci Fabrice, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.